avec la chose politique. Question que je disais inévitable dès lors qu'on faisait peser un lourd soupçon sur toute avis théologique du politique. Donc, question d'autant plus importante si l'on prend en considération cet amour comme amour du prochain, qu'on trouve souvent pris au titre justement du vivre ensemble, du commun, de l'être en commun ou du lien social. La chose politique dont nous parlons avec la psychanalyse, allons jusque-là, c'est peut-être avant tout la mise en question, la mise en question de tout fondement à partir du dit amour et de l'amour du prochain. La mise en question donc de l'amour comme fondement du politique, et donc une méfiance à l'endroit de toute revendication d'amour et d'amour du prochain au titre du politique. Amour, disais-je, entendu dans le politique, soit comme solution aux problèmes politiques, soit encore comme réponse ultime aux questions que pose le politique, soit enfin comme horizon proposé en guise de politique. Amour donc comme finalité du politique. Méfiance, dis-je. Méfiance à l'endroit d'une politique de l'amour, ou donc d'une politique de l'amour du prochain. Ou encore d'une proposition politique se disant fondée sur ou portée par l'amour et ou l'amour du prochain. Il y a là, c'est du moins ce que je tends et ce que je tiens à penser, une confusion terrible entre le vivre ensemble, sur lequel nous allons nous attarder, parce que la locution elle-même n'est pas sans poser de difficiles problèmes. Donc confusion entre ce vivre ensemble et l'amour du prochain. C'est que l'introduction de l'amour et de l'amour du prochain en politique a une histoire vieille, tortueuse et sans doute extrêmement violente. Il faut bien saisir que cette introduction elle-même, introduction de l'amour, elle est déjà tout entière politique. Et nous allons nous occuper de cette histoire-là ce soir, du moins, commencerons-nous à le faire. De surcroît, cet amour, comme amour du prochain, nous l'interrogerons également pour nombre de raisons, notamment pour ceci que, lorsque Freud et Lacan interrogent le lien social, le discours donc, lorsqu'ils s'occupent de la chose politique, eh bien, cette question leur vient également immédiatement à l'idée. Nous nous demanderons alors pourquoi et comment, et à notre tour, cela nous donnera à penser, à repenser, c'est un programme, à réinvestir intensément et intensivement le politique. Donc, fil politique que nous avons annoncé comme priorité de notre questionnement de la vie. Peut-être que tout cela a été beaucoup trop perdu de vue ces dernières années. Les conséquences de la place laissée vide du politique sont catastrophiques. Nous avions commencé à les entrevoir le mois dernier en arrivant à reposer la question du lien social, le problème du nous et les interrogations sur le lien aliénant logeant dans les choses de la communauté. Freud, quant à lui, parle de la, je cite, communauté sociale, et nous allons y venir. Donc quand je dis que le programme est de réinvestir le politique cette année, j'avoue, et je dois bien le dire, parce que d'une certaine manière, j'ai dédié ce séminaire, que j'ai beaucoup pensé à Jean-Paul Ne fermez pas, c'est il y a une place ici. Donc je disais donc que en pensant au programme du séminaire de cette année, j'ai beaucoup pensé à Jean-Paul Deleuze, qui aurait sans doute été très content que ça prenne cette tournure-là. Mais cette tournure-là est une nécessité, je pense, aujourd'hui. La première d'entre elles, donc, je parle des questions que ne cesse de poser le politique,
La première d'entre elles est évidemment, comme je viens de l'annoncer, celle du lien social. On peut même dire qu'elle la définit. Que le lien social, donc, que la question du lien social, car le lien social est une question éminemment compliquée, celle de savoir, comme le formule Lacan d'ailleurs. Dans cette conférence étonnante donnée à l'Université de Louvain le 13 octobre 1972, qui a été titrée, non pas par lui je pense, La mort est du domaine de la foi. Donc une question qui est formulée par Lacan, qui est celle de savoir, et c'est ça le lien social, ce qui fait que les êtres humains tiennent ensemble. Cette question-là, radicale, littéralement, qui prend les choses à la racine, cette question-là définit la question politique, pour autant que nous nous refusons à réduire la chose politique à la gestion donc, des biens et des personnes comme des biens, justement, et à l'exercice du pouvoir. La dite méfiance, donc, est sensible, et précisément sur la chose politique, sur la question de la chose politique, à chaque fois que Freud l'approche. Je vais bientôt lire une phrase de Freud à ce sujet, mais avant encore, je le répète, il est amusant d'entendre ces détracteurs poser un prétendu apolitisme de la psychanalyse et surtout de son inventaire. Il suffit vraiment de lire les textes pour s'étonner de cette accusation. D'autant qu'on aurait pu prélever des dizaines de phrases similaires à celles que je vais vous lire là. Cependant, l'extrait que je vais citer se termine sur une expression qui est fondamentale pour nous. Et je n'ai pas pu m'empêcher de vous la livrer avant même cette lecture. Nous, donc, qui avons décidé de nous interroger sur ce lien social. Je lis ça, c'est la page 233 des nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, enfin dans l'édition Gallimard. Je crois que la phrase est assez connue, en fait. Voilà ce que dit Freud. L'ultime obstacle au progrès radical de la vie sociale est le caractère indomptable de l'homme qui l'empêche de se plier à toute espèce de communauté sociale. L'ultime obstacle au progrès radical de la vie sociale est le caractère indomptable de l'homme qui l'empêche de se plier à toute espèce de communauté sociale. Cette méfiance, donc, et il me semblerait beaucoup plus pertinent de la nommer vigilance, ou encore ce qui-vive, ce devrait être l'une des premières choses qui restent de la traversée d'une analyse. Et partant, l'empreinte qu'elle dépose d'elle-même est nécessairement encore, au sens précédemment évoqué, sur le lien social. En cela, donc, il y a bien, et ce, nécessairement, un effet politique de la psychanalyse dans son exercice, sa pratique et son expérience. J'appelle cet effet, qui est effet politique, entre autres, mais politique évidemment, effet de singularité. C'est que la question de la singularité est l'un des enjeux fondamentaux de la psychanalyse. Et la règle fondamentale, celle dont nous avons parlé la dernière fois, est une invitation, si je ne me trompe, un appel et un accueil de ce qu'il y a de plus singulier en chaque sujet. C'est peut-être une banalité que de le rappeler, mais ça ne peut pas être mauvais à l'heure où la réadaptation au monde environnant, et au travail surtout, peut passer pour un must de nombre de pratiques dites thérapeutiques. Donc, tout cela qui se joue autour du qui-vive et de l'effet de singularité, alors même que je ne faisais pour le moment qu'évoquer l'amour, eh bien j'aurais peut-être pu le dire plus directement, et comme cela me vient en vérité à l'idée à chaque fois que je peux y être confronté, j'entends confronté à cette arrivée de l'amour dans le politique, ou de l'amour comme politique, voire confronté à la tentative théorique de construction d'une politique de l'amour. Que diable allait-il faire dans cette galère? Qu'est-ce que vient faire l'amour dans ces questions politiques? C'est pourtant cette question-là, donc cette question de l'amour, qui aura en profondeur travaillé ces dernières années, où les théories politiques s'inspirant de Paul de Tarse, donc de Saint Paul, si l'on préfère,
n'ont cessé de voir le jour. Moi, je préfère Paul de Tarse, maintenant. Vous aurez les deux. Mais cette question du mot est très importante, et surtout pour la suite, pour ce qui vient. Donc, je vous propose de lire, pour prendre la mesure de tout cela, non pas prendre cette mesure, ça ne veut pas dire se rendre compte spécifiquement de la place de Paul dans la pensée contemporaine, mais bien plutôt de ce que c'est et de ce que fait, car il s'agit de cela, de ce que donne comme proposition et résultat l'intrication de l'amour et du politique. Je vous propose donc de lire le Saint Paul d'Alain Badiou. Tout est dit. Ah non, alors bon. Bonsoir et merci d'être venu. Donc, je vais me concentrer, évidemment, parce que c'est un rêve que j'ai plusieurs fois quand je prépare de faire un séminaire longuement sur chaque page d'un livre, mais donc je vais me concentrer essentiellement, mais pas uniquement, sur le prologue du livre, qui est très court, parce que Badiou y ajuste son utilisation de Paul à ses projets politiques, projet d'élaboration théorique du politique, et puis sur le chapitre 8 de ce même livre, toujours, dont le titre édifiant, c'est le cas de le dire, et sans équivoque, l'amour comme puissance universelle. C'est le titre du chapitre 8. Mais c'est vrai. C'est génial. C'est génial. Puissance et universelle. Exactement. Si on doutait qu'il y ait le Père qui jouisse de toutes les femmes, ben on n'en douterait plus. On n'en doute plus. Hein? Donc, est-ce qu'il y a des choses, des questions, des revendications? Rien? D'accord. Si. Ah. Vous parliez de la vie théologique. Dans mon esprit étroit, la vie, ça va toujours avec une faute ou une tentative d'effacement de faute, quelque chose dans ce goût-là. Exactement. Je sais pas